Er will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kapitulation. Wollt ihr den totalen Krieg? Joseph Goebbels était bien plus que le ministre de la propagande d'Hitler. Derrière son image publique se cachait un homme plein d'obsessions, de secrets et de contradictions. Très peu de gens savent qu'avant de rejoindre le nazisme, il rêvait de devenir écrivain et romancier, mais ses œuvres étaient sans cesse rejetées, ce qui a nourri un ressentiment qui allait marquer sa vie. Avant de se radicaliser, il en est même venu à sympathiser avec des idées révolutionnaires et socialistes, ce qu'il a ensuite tenté d'effacer de son passé. Il fut l'un des premiers hommes politiques à comprendre le pouvoir psychologique du cinéma, de la radio et de la manipulation de masse, convaincu qu'un mensonge répété suffisamment de fois pouvait devenir une vérité. Cependant, alors qu'il promettait la victoire au peuple allemand, il reconnaissait déjà dans ses journaux intimes que le Troisième Reich était condamné. Et même en sachant que tout était fini, il choisit de rester dans le Führerbunker aux côtés d'Hitler jusqu'à la fin. Reit, en Rhénanie, le 29 octobre 1897. Une ville industrielle d'environ 45 000 habitants, située à proximité de Mönchengladbach, à 25 km à l'ouest de Düsseldorf et à 35 km à l'est de la frontière néerlandaise. C'est là, dans une maison mitoyenne de la Dahlemerstraße, au cœur de la froideur caractéristique des hivers rhénans, que naquit Paul Joseph Goebbels. Troisième enfant de Friedrich, surnommé Fritz, employé de bureau dans une petite entreprise, et de Katharina, décrite par les premiers biographes comme une femme simple ayant reçu peu d'éducation formelle. La famille était catholique pratiquante. Chaque pfennig était compté. En hiver, les murs de la maison sentaient l'humidité et le charbon. Mais il y avait une chose que les Goebbels désiraient plus que le pain, l'ascension sociale. Et ils ont projeté cette ascension sur leur troisième fils dès l'instant où il est apparu clairement qu'il était différent. Car le petit Joseph avait le pied droit déformé. Une paralysie infantile qui ne fut opérée qu'en 1907, alors qu'il avait 9 ans. L'opération échoua. Dès lors, il marcha toute sa vie avec une boiterie perceptible. Dans une Allemagne imprégnée des valeurs militaires prussiennes, où un corps robuste et le service militaire étaient des gages d'honneur masculin, c'était là une cicatrice permanente, visible à chaque pas. Ce dont les voisins se souviendraient plus tard, alors que l'enfant était déjà devenu l'homme le plus redouté du Reich, c'était le jour où les Goebbels achetèrent un piano. Ils avaient économisé pendant des mois, voire des années. Le piano fut installé dans le salon, cette pièce qui restait habituellement fermée à clé, réservée aux seules occasions solennelles. À partir de ce jour-là, le petit Joseph eut accès quotidiennement à cette pièce. D'après ses propres souvenirs, pendant les mois d'hiver, il s'exerçait en manteau, chapeau et écharpe, ne lisant les partitions que lorsque la lumière de la lune suffisait à éclairer les pages. Cette image, que Goebbels lui-même a conservée et répétée, révèle quelque chose. Il n'était pas l'enfant que les autres victimisaient en silence. C'était l'enfant qui créait des récits sur lui-même, qui transformait la privation en épopée, le salon froid, la partition éclairée par la lune, la discipline sur les touches. Tout cela sonnait comme une fatalité dans son imagination. Et des années plus tard, cette même capacité à transformer le sordide en sublime allait devenir l'arme la plus dangereuse du Troisième Reich. Goebbels lui-même écrivit en 1924, dans un texte autobiographique, qu'après l'opération, son enfance était devenue assez sombre. Il ne pouvait plus se joindre au jeu des autres enfants. Il devint, selon ses propres termes, un solitaire, un loup des steppes. Ce mot, Steppenwolf, que Hermann Hesse utilisera également dans son roman de 1927, n'était pas le fruit du hasard. Goebbels se voyait comme une créature entre deux mondes, trop intelligent pour la médiocrité bourgeoise, trop difforme pour la gloire héroïque qu'exigeait l'époque. Et cette tension ne s'est jamais résolue. Elle n'a fait que s'exacerber. Lorsque la Première Guerre mondiale éclata en août 1914, la vague collective de patriotisme qui déferla sur l'Allemagne toucha également la maison de la Dahlemerstraße. Les deux frères aînés de Goebbels, Konrad et Hans, partirent pour le front occidental. Joseph tenta de s'enrôler. Il fut immédiatement rejeté en raison de son handicap. Selon ses premiers biographes, qui ont recueilli les témoignages de ceux qui l'ont connu à cette époque,
Goebbels s'est enfermé dans sa chambre pendant plusieurs jours, incapable de supporter ce rejet et cette humiliation. Il est difficile de vérifier cela avec exactitude, mais ce que nous savons, grâce à ses propres écrits ultérieurs, c'est l'effet à long terme de cet événement. L'expérience de la guerre que sa génération appelait Fronterlebnis, la fraternité forgée dans les tranchées, la camaraderie sous le feu, était quelque chose dont il serait à jamais privé. Et cette absence allait le hanter. Des années plus tard, alors qu'il était déjà gauletteur de Berlin puis ministre, Goebbels dut côtoyer des centaines d'anciens combattants au sein du parti nazi, des hommes qui partageaient une expérience fondatrice dont il était exclu de par sa constitution physique. Son frère Hans fut fait prisonnier par les Français en 1916. Il ne reviendrait pas à Reit avant 5 ans. La même année, sa sœur cadette Elisabeth mourut de tuberculose à l'âge de 12 ans. La maison des Goebbels, déjà austère, se teinta d'un deuil accumulé. Le jeune Joseph, seul, accablé par le poids des rêves de ses parents, commença à se construire son propre univers à travers les livres. Il lisait avec une voracité presque compulsive. Goethe, Dostoïevski, Hess, Strindberg, Tolstoï, Cervantes. Il développa un style littéraire tourmenté et grandiloquent. Il écrivit des poèmes, des pièces de théâtre, des nouvelles. Son plus ancien poème connu, datant de 1912 alors qu'il avait 15 ans, traitait de l'ami mort, qui s'en va trop tôt, laissant l'auteur seul et sans espoir. Le lyrisme de la mort et de l'abandon comme thèmes centraux, à 15 ans. En 1917, sur le point de quitter le gymnasium, il fut choisi pour prononcer le discours d'adieu de sa classe. Il parla de cette grande Allemagne que le monde entier contemple avec crainte et admiration. Le style était déjà là, la grandiloquence, l'appel émotionnel direct, la manipulation du sentiment collectif. Tout cela à l'âge de 19 ans, devant ses camarades de classe. Cet été-là, il s'inscrivit à l'université de Bonn. Entre 1917 et 1921, Goebbels fit ses études à Bonn, Fribourg, Würzburg, Munich et Heidelberg. Un parcours universitaire financé en grande partie par des prêts accordés par une association caritative catholique, car sa famille ne pouvait pas subvenir à ses besoins loin de chez lui. Il étudia l'histoire, la littérature, la philologie et l'art. Sa thèse de doctorat, soutenue à Heidelberg en 1921, portait sur l'œuvre de Wilhelm von Schütz, un écrivain allemand mineur du XIXe siècle pratiquement inconnu. Le travail fut accepté. Dr Goebbels. Il arborerait ce titre avec ostentation pour le reste de sa vie. Ce que ses études formelles n'ont pas enseigné à Goebbels, ou plutôt ce que ses études formelles n'ont pas pu rivaliser avec les lectures qu'il s'imposait lui-même, c'était la capacité à douter de lui-même. À Fribourg, il fit la connaissance d'Anka Stallerm, une étudiante issue d'une famille aisée de Recklinghausen. Il tomba amoureux avec l'intensité qu'il mettait en toute chose. Au cours de l'été 1920, alors qu'ils étudiaient tous deux à Heidelberg, elle le quitta pour un autre homme, Georg Mumm. Lorsque Goebbels tenta de la reconquérir, Anka et Mumm engagèrent un avocat pour lui demander de renoncer et de rendre les cadeaux et les lettres. Goebbels sombra dans un désespoir qu'il qualifia lui-même de suicidaire. Des années plus tard, en 1928, il écrivit dans son journal « On ne connaît qu'un seul grand amour dans la vie. Tout le reste n'est qu'illusion ou aventure. Le mien s'appelle Anka. » Mais il y avait une autre femme. Else Janke, institutrice à Reit, aimable, intelligente, qui connaissait la famille Goebbels depuis longtemps. En 1922, ils entamèrent une relation intime. Puis, en 1923, Goebbels découvrit que la mère d'Else était juive. Ce qui s'ensuivit est révélateur. Dans ses journaux intimes, avec une froideur qui fait froid dans le dos, Goebbels se mit à analyser Else à travers le prisme racial. Le 22 octobre 1923, il écrivit « Eux ne peut pas non plus renier son sang juif. Il y a quelque chose de manifestement destructeur dans son caractère. » Puis, dans la même entrée, « Comment les aimer toutes les deux? Comment les haïr toutes les deux ?» Anka était racialement pure. Else était une transgression dont il ne pouvait se détacher complètement parce qu'il l'aimait et cela le tourmentait. Ce que cet épisode démontre, ce n'est pas que Goebbels était un hypocrite simpliste, mais quelque chose de plus sombre.
son antisémitisme n'était pas seulement une idéologie politique empruntée, c'était une obsession intime, personnelle, enracinée dans la rage et le désir simultanés. Dans la logique du sang qu'il avait lui-même construite, aimer Else était une trahison raciale. Et cette tension interne, cette horreur de soi, allait se canaliser au cours des décennies suivantes vers l'extérieur, avec des conséquences catastrophiques pour des millions de personnes. En 1923, après avoir terminé son doctorat et sans parvenir à faire publier aucune de ses œuvres littéraires, Goebbels dut se résigner à la réalité la plus brutale. Sans argent, il retourna dans la maison familiale à Reit. Pendant plusieurs mois, il travailla comme employé à la Dresdner Bank de Cologne, alternant les trajets quotidiens et de courts séjours dans des chambres louées. Il prenait des notes et donnait des cours particuliers de temps à autre pour gagner quelques marques supplémentaires. C'était un homme d'une vingtaine d'années coincé chez ses parents, sans emploi stable, sans perspective d'édition, avec des relations amoureuses brisées et une Allemagne s'effondrant sous le poids de l'hyperinflation. Le cahier qu'Else Janke lui avait offert pour qu'il y note ses pensées lui avait coûté, au prix d'octobre 1923, la somme astronomique d'1 milliard de marks. C'était la valeur d'un cahier vierge au plus fort de l'hyperinflation allemande. Le 17 octobre 1923, Goebbels rédigea sa première note dans ce journal, et il ne s'arrêta plus jusqu'au 10 avril 1945, moins de 3 semaines avant sa mort. 22 ans d'écriture quasi quotidienne. 33 volumes dans l'édition critique définitive publiée par l'Institut d'histoire contemporaine de Munich. Certaines entrées ont été dictées à des sténographes durant les dernières années de la guerre, alors qu'ils n'avaient plus le temps d'écrire à la main. Le journal de Goebbels est l'un des documents historiques les plus volumineux, les plus intimes et les plus troublants du XXe siècle. Dans ses premières entrées, il écrivait sur Else, sur Dostoïevski, sur Bach, joué à l'orgue à Mönchengladbach, sur le chaos politique qui l'entourait, mais aussi sur les Juifs. La troisième entrée du journal les mentionne déjà explicitement. Goebbels réfléchit à la question de la race, fait la distinction entre créativité et reproduction, entre art et science, entre capitalisme industriel et capitalisme boursier. Pour lui, toute cette architecture conceptuelle ne formait qu'un, les Allemands contre les Juifs, race et destin. Ce qui rend ce document si précieux pour les historiens, c'est précisément sa franchise. Il n'a pas été rédigé en vue d'une publication immédiate. Goebbels ne savait pas en 1923 qu'il deviendrait l'un des hommes les plus puissants et les plus redoutés d'Europe. Il écrivait pour lui-même avec une honnêteté qui, dans les années suivantes, a servi à révéler les liens les plus directs entre lui et les décisions d'extermination. Il n'a jamais été aussi prudent dans ses journaux intimes qu'il ne l'était dans ses discours publics, et cela, pour nous qui sommes venus après, est un cadeau horrible. Entre 1919 et 1924, Goebbels écrivit 3 pièces de théâtre qui furent rejetées par tous les théâtres auxquels il les envoya. Il rédigea un roman autobiographique intitulé Michael Wormann, Die Schicksal eines Menschen in Tagebuchblättern, qu'il révisa à plusieurs reprises et envoya à au moins 4 maisons d'édition différentes. Toutes le rejetèrent. Il écrivit des poèmes qui ne furent pas publiés, de courts articles pour des journaux locaux de Reit qui n'ont guère laissé de traces. Cet échec littéraire cumulé n'est pas un détail mineur. C'est peut-être la clé la plus importante pour comprendre la radicalisation de Goebbels. Il possédait un véritable talent pour l'écriture. Ses biographes sérieux, dont l'historien Toby Tucker de l'Université de Cardiff, reconnaissent qu'il était un écrivain compétent, voire remarquable dans ses meilleurs moments. Sa prose avait du rythme, de la force, une capacité à interpeller directement les émotions du lecteur. Mais ses œuvres littéraires prenaient une direction que les maisons d'édition de l'Allemagne des années 1920 ne souhaitaient pas. Un mysticisme völkisch empreint de grandiloquence mêlé à un antisémitisme omniprésent, enveloppé de références philosophiques qu'il n'articulait pas toujours de manière cohérente. Lorsque, en 1925, la maison d'édition du parti nazi Franz Eher publia enfin la version définitive de Michael, Ein deutsches Schicksal in Tagebuchblättern, avec quelques modifications par rapport aux versions précédentes, Goebbels avait déjà trouvé un autre exutoire à son énergie créative, la politique. Et au sein de la politique, la propagande. Là où les maisons d'édition littéraire l'avaient rejeté, les foules répondèrent présents.
Les métaphores qui ne fonctionnaient pas sur le papier faisaient leur effet au micro. Michael serait le seul roman publié par Goebbels. Il connut un succès modeste. Mais dès 1929, alors que le parti nazi commençait à prendre de l'ampleur, il circulait déjà comme un texte formateur au sein des cercles internes. Le protagoniste, Michael Vorman, était un ancien combattant blessé qui abandonne ses études universitaires pour travailler comme mineur au sein du peuple, où il trouve un nouveau sentiment d'appartenance et meurt héroïquement dans un accident. Un mélange de son ami décédé, Richard Flisch, et de lui-même. Le Christ ouvrier racheté par le sang, telle serait l'esthétique de toute sa propagande ultérieure. L'une des ironies majeures de l'histoire de Goebbels est la suivante. Il a rejoint le parti nazi tardivement et celui-ci ne l'a pas accueilli avec enthousiasme. Il n'eut aucun contact avec le mouvement nazi pendant ses années d'études à Munich en 1920 et 1921, alors que le parti existait déjà. Il ne participa pas au putsch de Munich des 8 et 9 novembre 1923. Il n'entendit parler d'Hitler que dans les comptes rendus du procès pour haute trahison qui se tint à Munich du 26 février au 27 mars 1924, au cours duquel l'accusé fut autorisé à prononcer de longs discours qui furent largement repris dans la presse allemande. Le 13 mars 1924, Goebbels nota pour la première fois dans son journal qu'il s'intéressait à Hitler et au mouvement national-socialiste. « Le socialisme est le Christ », écrivit-il. Un fondement éthique. Les jours suivants, il suivit les comptes rendus du procès avec une fascination grandissante. Le 20 mars, il écrivit « Hitler est un idéaliste plein d'enthousiasme, un homme qui apporte une nouvelle foi au peuple allemand. Je lis ses discours, je me laisse inspirer par lui et porter jusqu'aux étoiles. » Mais il tarda encore à passer à l'action. Le 5 avril 1924, avec son camarade d'école Fritz Prang, il fonda à Reit un groupe régional national-socialiste. Il était petit, périphérique, pratiquement invisible depuis Munich. Et lorsque le parti fut interdit après le putsch et qu'Hitler fut emprisonné, la petite organisation se fondit dans la nébuleuse des groupes nationalistes de droite en concurrence. Ce n'est qu'en novembre 1924 que Goebbels commença à travailler pour Gregor Strasser au sein de l'organisation régionale du parti dans la région Rhénanie-Ruhr, parcourant des dizaines de villes pour prononcer des discours. Et c'est là que se produisit ce qui allait tout changer. Les foules répondirent à son appel. Quelque chose dans la manière dont Goebbels s'exprimait, sa voix retentissante, ses gestes calculés, son rythme alternant phrases courtes et longues, sa capacité à transformer le ressentiment collectif en une expérience quasi religieuse, fonctionnait d'une manière qu'aucun autre orateur de même envergure n'avait réussi à égaler. Goebbels lui-même nota dans son journal, le 3 mai 1924, après son premier discours politique. « J'ai parlé librement pour la première fois, bon succès. C'était le début de tout. » Entre 1925 et 1926, Goebbels se rangea aux côtés de Gregor Strasser lors du conflit interne le plus important du parti nazi avant la prise du pouvoir. Strasser représentait une aile plus socialiste du parti, plus encline à rechercher des alliances avec les syndicats ouvriers et la gauche radicale, et plus sceptique à l'égard de l'autoritarisme personnel d'Hitler. Non seulement Goebbels ne s'opposait pas à ces positions, mais à bien des égards, il les partageait activement. En février 1926, lors de la conférence de Bamberg convoquée par Hitler pour résoudre les conflits internes du parti, Goebbels se retrouva du côté des perdants. Hitler écrasa les positions de Strasser et affirma clairement qu'il était le seul pilier de l'organisation. Goebbels en souffrit. Il écrivit dans son journal qu'il ressentait une angoisse de l'âme, que Hitler était tout le contraire de ce qu'il avait imaginé, qu'il était un réactionnaire, qu'il avait confondu la justice sociale avec le matérialisme marxiste. C'est alors qu'Hitler l'invita à prendre la parole. Le 8 avril 1926, Goebbels prononça un discours à Munich devant un public soigneusement sélectionné. Hitler l'écouta. Puis il s'entretint avec lui en privé, pendant des heures. Il est difficile de reconstituer avec précision le contenu de ces conversations, mais leur effet fut dramatique. Quelques jours plus tard, Goebbels écrivait dans son journal « Qui est cet homme, mi-plébéien, mi-dieu, le Christ ou simplement Jean-Baptiste ?» La capitulation avait commencé.
Goebbels ne remit plus jamais fondamentalement en cause Hitler. La relation qui se forgea au cours de ces mois de 1926 et qui se consolida lorsque Hitler le nomma Gauleiter de Berlin en novembre de la même année n'était pas simplement celle d'un subordonné à son chef. C'était quelque chose de plus troublant, un attachement quasi religieux. Hitler était pour Goebbels l'incarnation de ses propres pulsions, l'homme qui avait trouvé l'action là où lui-même n'avait trouvé que des mots, le chef qui transformait le ressentiment en pouvoir. Dans ses journaux intimes, au cours des 20 années suivantes, on trouve plus d'une centaine d'occasions où Goebbels utilise le langage de la dévotion religieuse pour décrire sa relation avec Hitler. Lorsque la cause fut perdue sans l'ombre d'un doute, et que le bunker s'effondra sous les bombes soviétiques, cette relation détermina la décision la plus terrible de sa vie. En novembre 1926, Hitler envoya Goebbels à Berlin avec une mission quasi impossible. Conquérir pour le parti nazi une ville profondément hostile, dotée d'une tradition socialiste et communiste bien ancrée, gouvernée en grande partie par le Parti social-démocrate et où les quartiers ouvriers comptaient une forte présence communiste. Le parti nazi à Berlin ne comptait à l'époque que quelques centaines de membres. Sa présence était marginale, presque risible. Goebbels n'était pas un organisateur, c'était un agitateur, et agiter, c'était ce qu'il savait faire de mieux. La première chose qu'il fit fut de comprendre comment fonctionnait la propagande ennemie. Le journal communiste Die Rote Fahne, le drapeau rouge, était son concurrent direct, violent dans son langage, direct, s'adressant à l'identité ouvrière, regorgeant de caricatures et d'appels à l'action. Goebbels créa Der Angriff, l'attaque, qui parut pour la première fois le 4 juillet 1927 avec un tirage initial d'à peine 2000 exemplaires. Mais dès le premier numéro, il se démarqua, combatif, personnel, agressif, avec ce style à la première personne que Goebbels avait développé dans son journal intime et dans ses articles. Le premier numéro présentait en une caricature du banquier juif Jacob Goldschmidt, dessiné par Hans Schweitzer sous le pseudonyme de Mjolnir, le marteau de Thor. L'éditorial de Goebbels déclarait « L'Allemagne est une colonie d'exploitation du capital financier juif international ». La formule fonctionnait. En octobre 1929, le journal paraissait 2 fois par semaine. À partir de novembre 1930, il fut publié quotidiennement. Il devint le journal nazi le plus diffusé dans le nord de l'Allemagne. Mais Der Angriff était bien plus qu'un simple journal. C'était une machine à transformer des citoyens ordinaires en fanatiques. Goebbels avait compris, avec des décennies d'avance sur la théorie moderne de la communication, que le public avait besoin de se sentir lui-même le héros de l'histoire, que ses ennemis étaient concrets et nommés, que la lutte comptait ses propres victimes et martyrs. Il a créé dans ses pages une mythologie du mouvement berlinois, présentant les hommes de la SA comme des guerriers urbains, les Juifs comme une menace tangible à chaque coin de rue, et l'établissement républicain comme une conspiration identifiable. L'une de ses créations les plus sophistiquées fut le personnage de Isidore, surnom qu'il inventa pour désigner le chef adjoint de la police de Berlin, Bernhard Weiss, juif et ancien combattant décoré. Pendant des années, Der Angriff le présenta comme l'archétype du bureaucrate juif corrompu, se moquant de son apparence, de son nom, de ses origines. Weiss poursuivit Goebbels en justice à de multiples reprises. Goebbels perdit certaines affaires, paya des amendes et continua. Il alla même jusqu'à publier 2 livres entiers de blagues et de caricatures sur Weiss. Il ne s'agissait pas seulement de cruauté politique. C'était un laboratoire de techniques qui serait plus tard appliqué à l'échelle industrielle. En novembre 1930, un après-midi dans son bureau, Goebbels nota brièvement qu'une belle femme nommée Kant était en train de mettre de l'ordre dans ses archives personnelles. Il s'agissait de Magda Ritschl, divorcée de l'industriel Günther Quandt, dont elle avait obtenu une généreuse pension alimentaire et un appartement sur la Reichskanzlerplatz, au cœur de Berlin. Elle avait un fils de 9 ans issu de ce mariage, Harald. Et elle était, d'après tous les témoignages disponibles, une personne dotée d'une intelligence vive, d'une volonté de faire et d'une beauté remarquable. En quelques semaines, Goebbels était tombé amoureux. Ses notes de journal se remplirent de références à « la belle Magda », à des nuits qui se terminaient à 6 heures du matin en conversation, au sentiment de paix et d'épanouissement qu'elle lui procurait.
Dès février 1931, il parlait déjà explicitement d'amour. En mai de cette année-là, ils se rendirent ensemble pour la première fois à la campagne, au domaine familial des Kant à Sevrin, en Mecklembourg. C'est là qu'ils prirent la décision de se marier, bien qu'ils aient reporté l'annonce jusqu'à ce que le parti prenne le pouvoir. Mais le triangle amoureux que formait cette relation était bien plus compliqué. Hitler était lui aussi amoureux de Magda. Goebbels le savait. Il l'a noté dans son journal avec un mélange d'angoisse et de fierté. Le 1er septembre 1931, alors que Goebbels se trouvait à Hambourg pour un discours, Hitler a invité Magda à dîner en tête-à-tête. « Le coquin !» a écrit Goebbels. « Je suis vraiment triste. » Le 12 septembre, une confrontation eut lieu. Dans le texte du journal intime de cette date, 3 lignes ont été physiquement ratures et remplacées par du papier vierge, ce qui suggère que quelqu'un, peut-être Goebbels lui-même ou ses collaborateurs, a jugé ce qui y était écrit trop compromettant pour être conservé. Ce qui nous est parvenu, en revanche, c'est l'entrée du 16 septembre 1931. Hitler a pris Goebbels à part après une réunion des dirigeants du parti à Munich et lui a parlé avec chaleur. Il lui a dit qu'il aimait Magda, mais qu'il ne lui enviait pas son bonheur. « Une femme intelligente et belle, elle ne te freinera pas, elle te soutiendra. » Puis, selon Goebbels, il me prend les 2 mains et les larmes lui montent aux yeux. Mes meilleurs vœux, je lui suis très reconnaissant. Il dit beaucoup de bien de moi, mon courageux camarade et Führer. Nous allons nous marier sans tarder. Il est quelque peu résigné. La chance ne lui a pas souri. Pauvre cher Hitler. Quelques semaines plus tard, la nièce d'Hitler, Geli Robal, fut retrouvée morte dans son appartement à Munich. Les circonstances de sa mort restent obscures. Le biographe Toby Tucker souligne que l'engouement d'Hitler pour Magda a pu jouer un rôle dans la relation déjà fragile entre Geli Robal et son oncle. Goebbels et Magda se marièrent le 19 décembre 1931. Hitler fut le témoin d'honneur. De cette union naquirent 6 enfants, dont les prénoms commençaient tous par la lettre H. Helga, 1932. Hildegard, dite Hilde, 1934. Helmut, 1935. Holdine, dite Holde, 1937. Hedwig, dite Edda, 1938. Et Heide, 1940. Et tous ont trouvé la mort dans ce bunker dans la nuit du 1er mai 1945. Le 13 mars 1933, 6 semaines après la nomination d'Hitler au poste de chancelier, Goebbels fut nommé Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, ministre du Reich chargé de l'éducation du peuple et de la propagande. Il avait 35 ans. Ce poste était, avec la chancellerie d'Hitler, celui qui exerçait la plus grande influence sur la vie intellectuelle et culturelle de l'Allemagne. Sa première mesure fut de créer la Chambre du Reich pour la culture, une organisation qui divisait l'ensemble de la vie culturelle allemande en 7 chambres: presse, radio, cinéma, théâtre, musique, arts plastiques et littérature. Pour exercer une profession dans l'un de ces domaines, il était obligatoire d'appartenir à la chambre correspondante. Et pour appartenir à la chambre correspondante, il ne fallait pas être juif. Grâce à ce mécanisme, Goebbels réussit en un laps de temps étonnamment court ce qu'aucun censeur brutal et bureaucratique n'aurait pu accomplir: la purification raciale de la vie culturelle allemande sans recourir à des interdictions directes, simplement en refusant l'autorisation d'exercer. Les musiciens juifs ne furent pas expulsés en masse dès le premier jour, leurs contrats ne furent tout simplement pas renouvelés, leurs noms disparurent des programmes, leurs œuvres cessèrent d'être interprétées. En février 1937, Goebbels nota dans son journal avec une satisfaction évidente: la Chambre du Reich pour la culture est désormais entièrement purifiée des Juifs. Une réalisation grandiose dont je suis fier. Le ministère de la propagande contrôlait également la radio, dont Goebbels avait compris dès le début qu'elle était le moyen le plus puissant d'atteindre simultanément des millions de foyers. Lorsque le parti est arrivé au pouvoir en 1933, on comptait environ 4 millions de postes de radio enregistrés en Allemagne. En 1939, ce chiffre dépassait les 16 millions. Goebbels a encouragé la production du Volksempfänger, le poste du peuple.
un appareil simple et bon marché qui a été fabriqué en masse pour garantir que presque tous les foyers allemands puissent capter le signal de l'État. Le ministère tenait des réunions ministérielles quotidiennes à 11 heures du matin, au cours desquelles Goebbels dictait personnellement les lignes éditoriales que devaient suivre tous les journaux et toutes les stations de radio du Reich. Non pas sous forme de suggestions, mais d'ordre. Les rédacteurs en chef qui ne s'y conformaient pas risquaient leur carrière, leur liberté, voire pire. Le 10 mai 1933, sur l'Opernplatz de Berlin, l'actuel Bebelplatz, des étudiants de la Ligue des étudiants nationaux socialistes, agissant sous les auspices du ministère de la Propagande, ont allumé un bûcher sur lequel ont brûlé des dizaines de milliers de livres. Des livres de Heinrich Heine, de Karl Marx, de Sigmund Freud, de Magnus Hirschfeld, d'Erich Maria Remarque, dont le roman pacifiste, à l'Ouest, rien de nouveau avait déjà été saboté par Goebbels en décembre 1930. Il avait alors organisé une bande d'agitateurs qui avaient lancé des souris et des bombes lacrymogènes lors de la première berlinoise jusqu'à ce que le film soit retiré de l'affiche. Le bûcher de mai 1933 s'est répété cette même nuit dans plus de 20 villes universitaires allemandes. Goebbels prit la parole devant le bûcher à Berlin. Son discours fut diffusé à la radio. Il déclara que l'ère de l'intellectualisme juif exagéré était révolue, qu'un nouvel esprit naissait des flammes, que le passé serait réduit en cendres. Ce qu'il n'a pas dit, ce qu'aucune analyse contemporaine n'a songé à souligner avec suffisamment d'insistance, c'est ceci. L'homme qui ordonnait de brûler des livres était le même qui, pendant des années, avait désespérément tenté de publier les siens, qui avait subi des humiliations répétées de la part d'éditeurs refusant ses manuscrits, qui avait rêvé d'être un écrivain reconnu et avait échoué dans ce rêve avant de trouver son véritable pouvoir. Heinrich Heine, dont les œuvres ont brûlé cette nuit-là, avait écrit en 1820 « Là où l'on brûle des livres, on finit par brûler aussi des êtres humains ». Cette phrase était gravée depuis 1995 sur le sol de la Bebelplatz, exactement au centre du bûcher de 1933, dans le registre volé que les nazis utilisaient pour répertorier les livres saisis avant l'autodafé, figurait, parmi les noms confisqués, celui de Magnus Hirschfeld, fondateur de l'Institut für Sexualwissenschaft, qui avait été pris d'assaut et saccagé le 6 mai, 4 jours avant l'autodafé. Les nazis détruisirent sa bibliothèque comptant plus de 20 000 volumes et 12 000 photographies, les archives de recherche les plus complètes sur la sexualité humaine existant alors dans le monde. Goebbels a assisté au pillage, il l'a approuvé. Ernst Womrath était un diplomate allemand de 30 ans en poste à l'ambassade de Paris. Le 7 novembre 1938, Herschel Greenspan, un jeune juif polonais de 17 ans, pénétra dans l'ambassade et lui tira plusieurs coups de feu. Greenspan avait des motifs personnels. Sa famille avait été expulsée d'Allemagne sans préavis, tout comme 16 ou 17 000 autres juifs d'origine polonaise que l'Allemagne avait brusquement déportés vers la frontière polonaise en octobre, où ils étaient restés bloqués entre les deux frontières pendant des semaines dans des conditions misérables. Womrath mourut le 9 novembre. Cette date revêtait une importance particulière pour le nazisme. C'était l'anniversaire du putsch de Munich de 1923, la nuit où Hitler avait tenté pour la première fois de prendre le pouvoir et avait échoué, donnant ainsi naissance à son mythe d'homme renaissant de la défaite. Les hauts responsables du parti s'étaient réunis à l'Altes Rathaus de Munich pour la célébration annuelle lorsque la nouvelle de la mort de Womrath leur parvint. Goebbels s'entretint en privé avec Hitler. Il nota ensuite dans son journal « J'ai expliqué la situation au Führer, il décide. Que les émeutes se poursuivent, les forces de police se retireront, les Juifs devront, pour une fois, ressentir la fureur du peuple. » Goebbels retourna dans la salle et prononça un discours devant les vétérans du parti. Il n'ordonna pas directement les attaques, mais ses propos étaient suffisamment clairs pour quiconque l'écoutait. Les représailles étaient justifiées, l'État n'interviendrait pas. Les ordres téléphoniques donnés depuis Munich déclenchèrent les émeutes dès cette nuit-là dans toute l'Allemagne. Ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi est documenté par le musée mémorial de l'Holocauste avec une précision effrayante. Plus de 1400 synagogues incendiées, environ 7500 commerces juifs détruits, 91 juifs tués au cours de la nuit même,
bien que des estimations ultérieures portent ce chiffre à plusieurs centaines si l'on inclut les suicides, les décès survenus les jours suivants et ceux des personnes déportées directement vers les camps de concentration. Une trentaine de 1000 hommes juifs arrêtés et envoyés à Dachau, Buchenwald et Sachsenhausen. Le lendemain, Goebbels écrivit dans son journal « Comme on pouvait s'y attendre, toute la nation est en ébullition. Ce mort coûte cher aux Juifs. Nos chers Juifs y réfléchiront à 2 fois avant de s'en prendre à nouveau à des diplomates allemands. » Göring, Himmler et d'autres dirigeants nazis se plaignirent amèrement des conséquences. Les dégâts matériels étaient énormes et difficiles à quantifier, les compagnies d'assurance européennes refuseraient de dédommager les biens étrangers détruits lors d'émeutes fomentées par l'État. Et l'image internationale de l'Allemagne avait subi un coup sévère. Le gouvernement nazi résolut ce dilemme juridique en ordonnant aux Juifs eux-mêmes de payer une amende collective d'1 milliard de Reichsmark pour avoir provoqué des troubles à l'ordre public. L'ambassadeur britannique à Berlin, George Ogilvy Forbes, rédigea un rapport à l'intention de son gouvernement dans lequel il décrivait Goebbels comme ce démagogue vil et débauché. Le 18 février 1943, 10 jours après la capitulation de l'armée allemande à Stalingrad, la pire défaite militaire de l'histoire du Reich jusqu'alors, avec plus de 300 000 soldats perdus, Goebbels prononça l'un des discours les plus étudiés de l'histoire de la démagogie. Le Sportpalast de Berlin pouvait accueillir environ 14 000 spectateurs. Il était plein à craquer. Le public avait été soigneusement sélectionné. Travailleurs de guerre, fonctionnaires du parti, représentants des organisations du mouvement, journalistes, tous dévoués, tous prêts à suivre. Goebbels monta à la tribune dans son costume sombre habituel. Il commença sur un ton presque conversationnel, puis monta progressivement en puissance. Au point culminant de son discours, il posa 10 questions à la foule, chacune commençant par « Voulez-vous Wollt ihr den totalen Krieg ? Voulez-vous la guerre totale ? Voulez-vous, si nécessaire, une guerre encore plus totale, encore plus radicale que tout ce que nous sommes capables d'imaginer aujourd'hui ?» Et la foule répondit à chaque fois avec plus de force. Oui, oui, oui. Le discours fut retransmis en direct à la radio. Des millions de personnes l'écoutèrent dans toute l'Allemagne. Pour de nombreux auditeurs, ce fut l'un des moments les plus marquants de toute la guerre. Mais il y avait là quelque chose que seuls ceux qui connaissaient les rouages de l'événement pouvaient percevoir. L'écrivain Sebastian Haffner, analysant ce discours des années plus tard, a souligné le caractère artificiel de la mise en scène. Le public avait été soigneusement préparé, la salle avait été optimisée sur le plan acoustique pour susciter une résonance émotionnelle. Les questions avaient été formulées de manière à ce qu'il soit impossible d'y répondre par « non » sans se sentir traître. Ce n'était pas un peuple exprimant sa volonté. C'était une machine produisant l'apparence d'une volonté populaire. Goebbels lui-même nota ce jour-là dans son journal. Ce fut un immense succès. L'émotion était authentique, cela ne s'invente pas, mais c'est lui qui l'avait fabriquée. En septembre 1941, Goebbels revint d'une visite au quartier général d'Hitler, la Tanière du Loup, à Rastenburg avec une décision prise en accord avec Hitler. Tous les Juifs d'Allemagne, âgés de plus de 6 ans, seraient tenus de porter une étoile de David jaune cousue sur leurs vêtements chaque fois qu'ils sortiraient dans la rue. La mesure entra en vigueur le 5 septembre 1941. Mais à cette date, Goebbels savait déjà ce qui se passait à l'Est. En août 1941, il avait noté dans son journal qu'il y avait eu, dans les pays baltes, des massacres de Juifs dans les rues. En septembre, il fit état de fusillades de Juifs en Bessarabie. Le 19 octobre, il nota d'énormes fusillades de Juifs en Ukraine. Lors de sa visite au ghetto de Vilnius en novembre de la même année, où des milliers de Juifs avaient déjà été assassinés, il écrivit que ceux qui restaient devaient être déracinés. En octobre et novembre 1941, les déportations de Juifs de Berlin vers l'Est commencèrent. Le premier train partit le 18 octobre à destination de Łódź. D'autres suivirent vers Minsk, Kaunas et Riga. Goebbels le savait. Il avait activement encouragé ces mesures, faisant pression sur Hitler pour que Berlin soit la première ville déclarée exempte de Juifs. Le 16 novembre 1941, Goebbels publia dans Das Reich
l'hebdomadaire à grand tirage qu'il avait lui-même fondé et auquel il contribuait par un éditorial hebdomadaire depuis son premier numéro en mai 1940. Un article intitulé « Les Juifs sont coupables ». Le texte était explicite. Il rappelait au lecteur la prophétie d'Hitler de 1939, selon laquelle s'il y avait une guerre, les Juifs d'Europe seraient exterminés et déclarait « Nous assistons précisément à la réalisation de cette prophétie ». L'article fut lu par environ 1 million de personnes ce dimanche-là et diffusé à la radio le vendredi suivant. L'historien Jochen Klepper, qui vivait à Berlin avec son épouse juive et sa belle-fille, nota dans son journal intime qu'un ancien camarade de l'armée lui avait dit, après avoir lu l'article de Goebbels dans Das Reich, que, après le grand article de Goebbels, on ne pouvait s'attendre à rien d'autre qu'à l'extermination des Juifs. Le 27 mars 1942, Goebbels nota dans son journal « À partir de Lublin, les Juifs sont déportés du gouvernement général vers l'Est. La procédure utilisée est assez barbare et ne peut être décrite plus en détail. Il ne reste plus grand-chose des Juifs eux-mêmes. » Et il ajouta « La prophétie que le Führer avait prononcée à leur sujet, selon laquelle il provoquerait une nouvelle guerre mondiale, s'accomplit ici de la manière la plus terrible qui soit. » En décembre 1941, devant les Gauleiter réunis à Berlin, Goebbels rapporta les propos d'Hitler. En ce qui concerne la question juive, le Führer est décidé à faire table rase. L'extermination des Juifs doit en être la conséquence inévitable. Et Goebbels n'en fut pas un simple témoin passif. C'est lui qui a convaincu des millions d'Allemands que cela était justifié. La distinction entre celui qui exécute et celui qui en fournit la justification morale est, en termes de responsabilité historique, inexistante. Au cours de l'été 1936, pendant les Jeux olympiques de Berlin, alors que son propre ministère présentait au monde le visage tolérant du nazisme, Goebbels tomba amoureux d'une actrice tchèque de 22 ans nommée Lida Baharova. Baharova était une actrice de cinéma des studios UEFA, reconnue en Allemagne et dans plusieurs pays européens. La relation s'est développée progressivement tout au long de l'année 1937, avec des rencontres dans le chalet de Goebbels au bord du lac Bodensee, à environ 25 km au nord de Berlin, que Hitler avait offert aux Gauleiter de Berlin en 1936. À l'automne 1938, cette relation était un secret de polichinelle dans les cercles du parti et dans la presse étrangère. Magda Goebbels s'adressa directement à Hitler pour lui faire part de ses griefs. Hitler, qui éprouvait une tendresse particulière pour Magda et qui se souvenait probablement de la crise de 1931 où il avait lui-même été le tiers en cause, intervint avec une fermeté qui humilia Goebbels. Il lui ordonna de rompre sa relation avec Baharova. Il lui interdit de divorcer de Magda. Il lui dit qu'il devait soit se réconcilier avec son épouse, soit démissionner de toutes ses fonctions. Goebbels tenta de résister. Il écrivit à Hitler pour lui demander l'autorisation de divorcer et d'épouser Baharova. La réponse fut négative. Ce fut l'une des rares fois de toute sa carrière où Hitler lui dit non sans détour et en des termes qui ne laissaient aucune place à la négociation. Selon l'aide de camp de Goebbels, Friedrich Karl von Schaumburg-Lippe, qui a servi à ses côtés pendant des années, Baharova était la seule femme, à part Magda, que Goebbels ait vraiment aimée. Cet épisode révéla une vulnérabilité que Goebbels n'admit jamais publiquement. Son pouvoir absolu sur des millions d'Allemands n'incluait pas le pouvoir sur sa vie privée, qui, en fin de compte, appartenait autant à Hitler qu'à lui-même. Baharova fut expulsée d'Allemagne. Elle retourna en Tchécoslovaquie où la guerre la rattrapa sous d'autres formes. Elle survécut. Elle fut interrogée par les autorités tchèques après 1945. Elle mourut à Salzbourg en 2017 à l'âge de 102 ans. Il y a quelque chose qui distingue les archives de Goebbels de tout autre document du Troisième Reich, l'ampleur de sa franchise. Ces journaux intimes ne sont pas l'œuvre d'un homme qui écrit pour se justifier auprès de la postérité. Ou du moins, pas uniquement. Ce sont les notes d'un homme qui pensait à voix haute, qui appréhendait le monde par l'écriture, qui avait fait de l'acte de consigner ses pensées un substitut à la confession religieuse que son catholicisme abandonné ne lui offrait plus. Dans ces pages, on trouve des notes sur la musique qu'il a écoutée, les films qu'il a vus, les concerts de Furtwängler qui l'ont ému. On y trouve des notes sur ses enfants,
en particulier sur Helga, l'aînée, sa préférée, qu'il a décrite avec une chaleur constante au fil des années. On y trouve des notes sur ses conversations avec Hitler, consignées avec un luxe de détails étonnants. Et on y trouve des notes sur l'extermination des Juifs, écrites avec la même prose sereine que celle avec laquelle il rendait compte d'une première à l'opéra. Ces notes ne laissent transparaître aucun conflit moral. Il n'y a aucun doute à ce sujet. On y trouve des moments d'horreur presque esthétiques. La procédure est assez barbare et ne peut être décrite plus en détail, qui suggère qu'une partie de lui-même reconnaissait l'énormité de ce qu'il consignait. Mais même cela s'estompe rapidement et le récit se poursuit. L'historien Ian Kershaw, qui a largement utilisé les journaux intimes de Goebbels pour sa biographie monumentale d'Hitler, a souligné que les comptes rendus des conversations entre les deux hommes sont si détaillés qu'ils justifieraient à eux seuls une nouvelle biographie d'Hitler fondée uniquement sur ces documents. Un rapport rédigé à l'intention de Staline en 1948, fondé sur les interrogatoires de deux proches collaborateurs d'Hitler, était sans équivoque. Hitler le recevait quotidiennement et discutait de chaque question avec lui pendant des heures. Goebbels exerçait une influence considérable sur Hitler et, durant les dernières semaines de la guerre, il jouissait de sa confiance illimitée. Et pourtant, malgré toute cette intimité, il y a une chose que les journaux intimes de Goebbels ne mentionnent jamais, le moment précis où lui et Magda ont pris la décision irréversible concernant leurs enfants. Ce silence est peut-être le plus assourdissant de tous. En 1939, quelques semaines après l'invasion de la Pologne, Goebbels envoya le cinéaste Fritz Hippler à Łódź et à Varsovie avec des instructions très précises. Il devait filmer les Juifs polonais dans les conditions les plus dégradantes. Il devait filmer des rituels d'abattage. Il devait produire des images qui donneraient aux spectateurs allemands l'impression que ce qu'ils voyaient n'était pas de l'humanité, mais quelque chose de sous-humain. Le résultat fut Der ewige Jude, le Juif éternel, sorti en novembre 1940. Hippler et son équipe avaient contraint des Juifs polonais à abattre des animaux devant les caméras, à lire la Torah devant les caméras, et avaient systématiquement recherché les exemples les plus extrêmes de pauvreté et de laideur pour les présenter comme représentatifs de toute une population. Goebbels supervisa personnellement le montage. Lorsqu'il vit pour la première fois les séquences de sacrifices rituels, il écrivit dans son journal « Cette juiverie doit être exterminée ». C'était la première fois qu'il utilisait ce langage à l'égard des Juifs dans son journal. Cela marqua une radicalisation de ses propres propos. Quelques jours plus tard, il montra ces mêmes séquences à Hitler qui manifesta un grand intérêt. Le film fut réalisé en deux versions. Une version intégrale destinée aux militants du parti et une version dans laquelle les scènes de massacre les plus extrêmes avaient été coupées pour le grand public. Malgré cela, les rapports du SD, le service de sécurité nazi, indiquaient que le public avait réagi avec ambivalence et que, dans de nombreux endroits, le film avait été retiré de l'affiche après à peine une semaine. Cela ne le découragea pas. Après cet échec relatif auprès du grand public, Goebbels se concentra sur le film Judsus 1940, un drame historique de fiction mettant en scène un financier juif du XVIIIe siècle qui viole une femme aryenne et est exécuté. Le film connut un immense succès populaire en Allemagne et dans les pays occupés. Les rapports du SD indiquaient qu'à plusieurs endroits, en Allemagne et en Hongrie, le film avait provoqué des manifestations ouvertes contre les Juifs. Le réalisateur du film, Veit Harlan, fut jugé après la guerre pour crime contre l'humanité, mais il fut acquitté. Goebbels n'a jamais été jugé, il s'en est assuré. Il y a dans le comportement de Goebbels, au cours des derniers mois de la guerre, un aspect déconcertant qui mérite qu'on s'y attarde. Contrairement à de nombreux dirigeants nazis qui prenèrent la fuite, qui négociaient en secret, qui tentaient d'acheter leur survie à coups d'informations ou d'accords privés, Goebbels a conservé jusqu'au dernier moment une cohérence logique troublante. En août 1943, alors que les Alliés avaient débarqué en Sicile, que Stalingrad n'était qu'un souvenir récent et que les bombardements sur Hambourg avaient fait plus de 40 000 morts parmi les civils en une semaine, Goebbels déclara à son fidèle aide de camp Wilfred von Oven: « Soit nous maîtrisons cette crise et j'y consacrerai tous mes pouvoirs, soit je m'inclinerai profondément devant l'esprit anglais et je me tirerai une balle. »
Ce n'était pas de la rhétorique, c'était une description précise de ce qu'il ferait. En septembre 1944, alors que la situation militaire était déjà clairement irréversible, Goebbels écrivit à Hitler une lettre extraordinaire qu'il dicta lui-même mot pour mot dans son journal. Il y admettait que l'Allemagne n'avait jamais gagné de guerre sur deux fronts, que la victoire militaire était impossible et qu'il fallait rechercher une solution diplomatique avec les Soviétiques ou avec les Occidentaux. Il demandait implicitement à Hitler de le nommer ministre des Affaires étrangères en remplacement de Ribbentrop. Hitler lut la lettre en silence, la rangea dans sa mallette et n'en fit jamais aucun commentaire. Goebbels attendit en vain. En février 1945, alors que les Soviétiques avaient déjà atteint l'Oder, à peine à 2 heures de Berlin, Goebbels rejeta l'idée d'évacuer ses enfants. Magda, selon le témoignage d'Owen, avait du poison pour les enfants, mais ne l'utiliserait pas avant le dernier moment. Goebbels déclara à Owen lui-même que les nazis seraient à jamais marqués comme des monstres et des criminels, et qu'il n'était pas disposé à ce que lui-même, sa femme ou l'un de ses enfants survivent pour assister à notre désastre. Cette phrase, si différente du langage de ses discours publics, révèle quelque chose que ses biographes soulignent avec prudence. Goebbels avait pleinement conscience de ce qu'il avait fait et de ce que cela signifiait. Il n'y avait ni délire ni confusion. Il y avait une logique sombre, écrasante. Ils avaient construit un monde, ce monde avait échoué. Il n'existait pas de « après » possible pour ceux qui l'avaient construit. Le 22 avril 1945, alors que les obus soviétiques tombaient à quelques pâtés de maison de la chancellerie du Reich, Hitler connut ce que Trevor Roper décrivit comme sa dernière crise de rage. Il découvrit que les plans d'une contre-offensive ne s'étaient pas concrétisés. Il hurla que tout le monde l'avait trahi. Il déclara pour la première fois que la fin était venue. Cet après-midi-là, Goebbels reçut un appel téléphonique d'Hitler. Selon le récit ultérieur des services de renseignement soviétiques, fondé sur les interrogatoires de ses collaborateurs, Hitler lui demanda d'une voix tremblante de venir au bunker avec sa femme et ses enfants car tout était fini. 2 voitures furent envoyées chercher Magda, les 6 enfants et Goebbels au ministère de la propagande. La distance jusqu'à la chancellerie était courte. Magda fit ses adieux à Owen d'une poignée de main et lui dit « Nous allons à la chancellerie du Reich. Nous devons tous nous empoisonner. » Les enfants entrèrent dans le bunker en pyjama. La secrétaire d'Hitler, Traudl Jung, les décrivit comme joyeux, jouant, heureux d'être avec oncle Adolphe. L'aînée, Helga, âgée de 13 ans, avait parfois une expression triste et compréhensive dans ses grands yeux bruns. Dans ses mémoires, Jung écrivit « C'était la plus calme, et je pense parfois, avec horreur, que dans son cœur, cette petite fille comprenait le jeu de comédie des adultes. » Le 30 avril, Hitler et Eva Braun, son épouse depuis moins de 40 heures, se suicidèrent dans leurs appartements. Goebbels et Magda furent témoins lorsque les corps furent transportés dans le jardin de la chancellerie et brûlés à l'essence. Au cours de ces dernières heures dans le bunker, Goebbels dicta un addendum au testament politique d'Hitler, expliquant pourquoi il désobéissait à l'ordre de fuir vers le nord de l'Allemagne. « Pour la première fois de ma vie, je dois refuser catégoriquement d'obéir à un ordre du Führer. Ma femme et mes enfants partagent ce refus. » Le 1er mai 1945, vers 5 heures de l'après-midi, Magda conduisit les 6 enfants, vêtus de blanc, à travers le couloir du bunker. Un assistant apporta un plateau avec 6 tasses et un pichet de chocolat. D'après le témoignage du standardiste Rochus Mich, qui les a vus passer, le chocolat était mélangé à des somnifères. Magda en a serré certains dans ses bras, en a caressé d'autres pendant qu'ils buvaient. Puis elle les a emmenés à l'étage. La petite Heide, âgée de 4 ans, s'est retournée au dernier moment et a aperçu Mich. En riant, elle a frotté un doigt contre l'autre dans un geste de moquerie affectueuse et a chanté la petite comptine avec laquelle elle le saluait toujours. « Mich, Mich, you are a fish !» Sa mère la prit doucement par le bras et l'emmena à l'étage. Environ 1 heure plus tard, Magda revint seule. Elle pleurait. Elle s'assit à la longue table de la salle de conférence et joua au solitaire. Goebbels faisait des allers-retours. D'après Mich, il ne les vit pas parler. Les 6 enfants furent assassinés à l'aide de gélules de cyanure, après avoir été endormis à la morphine.
Les indices médico-légaux suggèrent qu'Helga, l'aîné, aurait pu opposer une résistance. Sa mâchoire était fracturée. Peu après, Goebbels et Magda sont montés dans le jardin de la chancellerie. Ils ont mordu dans leur propre gélule de cyanure. Un assistant, Schwegermann, a tenté de brûler les corps avec de l'essence. Il n'y en avait pas assez. Les corps n'ont pas brûlé complètement. Le lendemain, lorsque les soldats soviétiques pénétrèrent dans le bunker désert, ils trouvèrent les corps de 6 enfants dans des lits superposés. Partiellement brûlés à l'extérieur, dans la même pièce, gisaient les corps d'un homme et d'une femme. Le major Boris Polvois fut l'un des premiers à entrer. « Les 2 corps avaient été brûlés », déclara-t-il, et seul le visage de Joseph Goebbels était encore reconnaissable. Le 1er mai 1940, Goebbels rencontra Hitler et Philipp Bouhler, chef de la chancellerie privée d'Hitler. Bouhler l'informa des procédures d'élimination des malades mentaux qui sont si nécessaires et qui sont actuellement mises en œuvre, encore en secret. Cela pose de nombreuses difficultés. Goebbels en prit note sans faire le moindre commentaire moral. Il ne demanda pas ce que signifiait le terme « liquidation ». Il n'exprima aucune réserve. Il se contenta de noter l'existence du problème lié à l'opinion publique et passa à l'entrée suivante de son journal. Le programme auquel Bouhler faisait référence était l'Action T4, ainsi baptisé parce que la direction chargée de sa coordination se trouvait au numéro 4 de la Tiergartenstrasse à Berlin. Autorisé par Hitler en octobre 1939, ce programme utilisait du monoxyde de carbone dans des installations spécialement équipées pour tuer des patients atteints de maladies mentales, de handicaps physiques graves et d'autres pathologies que les nazis qualifiaient de « vie indigne d'être vécue ». Les proches recevaient des lettres les informant que leurs parents étaient décédés de causes naturelles. En janvier 1941, Goebbels nota une autre conversation à ce sujet. J'ai discuté avec Bouhler de la question de l'élimination discrète des malades mentaux. 40 000 sont morts, 60 000 doivent encore mourir. C'est un travail difficile mais nécessaire, et il faut le faire maintenant. Bouhler est l'homme qu'il faut pour cela. En 1941, lorsque commencèrent les protestations publiques de personnalités religieuses, telles que l'évêque Clemens von Galen de Münster, qui, dans un sermon prononcé le 3 août, dénonça le programme en détail et demanda si les soldats blessés au combat subiraient le même sort en devenant inutiles, Goebbels répondit par une riposte de propagande. Il commanda la production d'un film, Ich klage an, j'accuse, qui présentait l'assassinat de patients atteints de maladies en phase terminale comme un acte de miséricorde. Le film fut vu par plus de 15 millions de spectateurs dans l'Allemagne en guerre et fut, selon l'historien Michael Burley, remarquablement efficace pour faire évoluer l'opinion publique. Le nombre total de victimes de l'action T4 est estimé entre 200 000 et 250 000 personnes, rien qu'en Allemagne et en Autriche, entre 1939 et 1941, date à laquelle le programme fut officiellement suspendu sous la pression de l'opinion publique nationale. Il s'est poursuivi sous des formes plus décentralisées jusqu'à la fin de la guerre. Bon nombre des médecins et techniciens formés dans le cadre de l'action T4 ont ensuite été transférés vers les camps d'extermination en Pologne. Lorsque la défaite de Stalingrad, en février 1943, dévasta le front de l'Est et anéantit l'illusion de l'invincibilité allemande, Goebbels réagit par ce que de nombreux analystes considèrent comme son chef-d'œuvre de manipulation. Le discours prononcé au Sportpalast le 18 février fut suivi, dans les mois qui suivirent, d'une campagne qui redéfinit le langage de la guerre pour l'ensemble de la société allemande. Mais au-delà de ce discours, en juillet 1944, après l'attentat manqué du 20 juillet contre Hitler, Goebbels fut nommé Bevollmächtigter für den totalen Kriegseinsatz, plénipotentiaire pour l'effort de guerre total. C'était la fonction de coordination civile la plus étendue qu'il eût jamais occupée, au-dessus même de son ministère de la propagande. Elle lui permettait de passer au crible toute l'administration allemande à la recherche d'hommes pour le front, de fermer des théâtres et des orchestres, y compris l'Orchestre Philharmonique de Berlin, de réduire la production de biens de luxe et de réaffecter les ressources à la machine de guerre. Goebbels agit avec son efficacité habituelle. Il mobilisa des centaines de milliers d'hommes pour le service militaire.
Il ferma 46 orchestres qu'il avait qualifiés de non essentiels, tout en préservant plusieurs qu'il jugeait importants pour le moral, dont certains continuèrent à diffuser à la radio presque jusqu'à la fin de la guerre. Il ordonna la fermeture de tous les théâtres, salles de bal et établissements de divertissement non essentiels. Et dans le même temps, à quelques mois de la fin, il conservait une liste de artistes divinement doués, exemptés du service militaire, qui comprenait des centaines de noms de musiciens, d'acteurs et de metteurs en scène qu'il protégeait lui-même. Cette contradiction n'était pas de l'hypocrisie. C'était quelque chose de plus cohérent. Pour Goebbels, la culture allemande était une raison d'être de la guerre, pas seulement un ornement. On faisait la guerre pour préserver la musique de Beethoven, le théâtre de Schiller, l'architecture de Dresde. Et lorsque vint le moment où même cela ne pouvait plus être sauvé, il n'y avait plus aucune raison de continuer à vivre. En décembre 1941, alors que les armées allemandes gelaient aux portes de Moscou et que le front russe menaçait de s'effondrer, Goebbels se rendit à Vienne pour la commémoration du 150e anniversaire de la mort de Mozart. Il devait assister à l'opéra, aux banquets, aux cérémonies officielles. C'était, selon ses propres mots, un martyr spirituel. La musique contrastait avec les nouvelles qui arrivaient de l'Est. Mais le lendemain du banquet officiel, il écouta Furtwängler répéter le requiem de Mozart avec l'orchestre philharmonique de Vienne et le chœur de l'opéra. Il écrivit dans son journal « Une expérience musicale unique. L'effet est immense. » Puis il interdit la diffusion radiophonique du concert. « En ce moment, nous avons besoin d'une musique funèbre qui soit héroïque mais pas chrétienne, et certainement pas catholique. » Cet épisode met en lumière un aspect crucial de Goebbels que ses détracteurs les plus superficiels ont tendance à simplifier. Il n'était pas indifférent à la culture qu'il prétendait défendre. Il l'aimait sincèrement, avec une passion que le biographe Toby Tucker, après avoir passé au crible tous les volumes de son journal, juge incontestable. Il aimait la musique de Beethoven, Schumann, Brahms, Wagner, Bruckner. Il a assisté à des centaines de concerts. Il avait des opinions techniques sur l'interprétation, le tempo, la couleur orchestrale. Sa relation avec Furtwängler était complexe précisément parce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre et se méprisaient tous deux dans une certaine mesure. Goebbels avait besoin du chef d'orchestre pour donner de la prestance au Reich et Furtwängler avait besoin de la protection du ministère pour survivre. Ce qui distingue Goebbels des barbares ordinaires, et d'une certaine manière le rend plus inquiétant, c'est précisément cela. L'Holocauste n'a pas été conçu par des hommes qui ignoraient la culture humaine. Il a été conçu en partie par un homme qui jouait du piano, qui pleurait en écoutant Beethoven, qui supervisait personnellement le montage de films et qui notait dans son journal quel mouvement d'une symphonie l'avait ému. La barbarie ne nécessite pas l'ignorance. Elle nécessite seulement que le périmètre de l'humanité reconnue soit suffisamment étroit. Tout au long de sa vie d'adulte, Goebbels a publié sans relâche des articles hebdomadaires dans Der Angriff dès 1927, une chronique régulière dans Das Reich à partir de mai 1940, dont le tirage a atteint près d'1,5 million d'exemplaires, des discours publiés en recueil, plusieurs ouvrages de chronique politique et le roman Michael. Mais ce qui caractérisait le plus le style de Goebbels, ce qui le distinguait de tous les autres propagandistes du Reich, y compris Alfred Rosenberg, bien plus prolifique, c'était qu'il écrivait comme il parlait et parlait comme il écrivait. La même voix, la même syntaxe nerveuse, faite de phrases courtes entrecoupées de longues phrases, la même capacité à mêler l'abstraction philosophique à l'anecdote concrète, l'apostrophe à la foule, aux détails personnels. Victor Klemperer, philologue juif qui a survécu au nazisme à Dresde grâce à son mariage avec une femme non juive, a consacré des décennies à l'étude du langage du nazisme, compilé dans son ouvrage LT1, Lingua Tertii Imperii, la langue du Troisième Reich. Klemperer a observé que Goebbels était celui qui avait le plus habilement adapté et inventé les néologismes, les expressions toutes faites et les euphémismes du mouvement. Des mots tels que fanatisme, transformé en vertu, sacrifice, en honneur suprême, extermination, en hygiène nécessaire. Lorsque le journaliste américain Louis Lochner entendit Goebbels pour la première fois en 1932, il remarqua quelque chose que de nombreux autres reporters avaient également noté, ses mains.
Alors que sa voix semblait trembler d'émotion, les mains de Goebbels s'agitaient avec des gestes puissants mais parfaitement maîtrisés. Ces gestes, bien qu'ils semblassent spontanés, trahissaient une préparation minutieuse car il adoptait toujours la posture nécessaire à un geste particulier avant de commencer à l'exécuter. L'émotion était à la fois authentique et mise en scène. Elle était le fruit d'années de pratique, de milliers de discours, de centaines d'heures passées au micro de la radio. En bref, c'était le meilleur qui soit. À 3h50 du matin, le 1er mai 1945, le général Hans Krebs, dernier chef d'état-major d'Hitler, arriva au poste de commandement du général soviétique Vassili Tchoukov, commandant de la 8e armée de la garde, pour négocier. Il apportait avec lui plusieurs documents signés par Goebbels, qui était à ce moment-là nominalement chancelier du Reich, selon le testament d'Hitler. Tchoukov a consigné le récit de ces négociations dans ses mémoires. Krebs, qui parlait russe, est arrivé avec un message de Goebbels qui disait « J'informe le chef du peuple soviétique qu'aujourd'hui, à 15h30, le Führer a volontairement quitté cette vie. » Il demandait ensuite que le nouveau gouvernement allemand soit autorisé à se réunir pour négocier un accord de paix favorable entre les deux pays. C'était, comme tous ceux qui se trouvaient encore dans le bunker devaient le savoir, une demande impossible. Staline avait promis la capitulation sans condition. Les Soviétiques n'avaient aucune raison de négocier avec qui que ce soit dans un Berlin assiégé, avec Hitler mort et l'armée allemande en pleine déroute. Tchoukov, suivant les instructions de ses supérieurs, exigea la capitulation sans condition. Krebs revint au bunker après 12 heures de négociations infructueuses. Ce qui est remarquable dans tout cela, c'est que Goebbels, qui avait passé des décennies à convaincre des millions d'Allemands que la capitulation était la pire ignominie imaginable, qui avait envoyé à la mort des dizaines de milliers de jeunes du Volkssturm en les convainquant de défendre avec des Panzerfaust des rues qu'ils ne pouvaient pas défendre, qui avait fait fusiller ou pendre des déserteurs au cours des derniers mois de la guerre, ce même Goebbels a tenté, dans les dernières heures, de négocier sa survie politique. Cela n'a pas fonctionné. Et lorsqu'il est devenu évident que cela ne fonctionnerait pas, il est resté cohérent jusqu'au bout, d'une manière dont ses victimes ne l'ont jamais été. La maison de la Dahlemerstrasse à Reit, où Goebbels a grandi, est toujours debout. Elle ne porte ni plaque ni mention historique. Les gens passent devant sans savoir qui y a vécu pendant les 27 premières années de sa vie. La Bebelplatz de Berlin, où les livres ont été brûlés dans la nuit du 10 mai 1933, abrite aujourd'hui une installation souterraine en verre conçue par l'artiste israélien Misha Ullman. Si vous vous approchez et que vous regardez vers le bas, vous apercevez une pièce vide dotée d'étagères blanches qui pourraient accueillir exactement les livres qui ont été brûlés cette nuit-là. Le mémorial dédié aux Juifs assassinés d'Europe, avec ses 2711 stèles en béton, est érigé sur le terrain qu'occupait en partie le bunker d'où Goebbels a transmis ses derniers ordres. La raison pour laquelle la figure de Goebbels continue d'être étudiée avec tant d'attention, et la raison pour laquelle il serait dangereux de conclure cette histoire simplement par l'image des cadavres dans le bunker, c'est que ce qu'il a construit n'était pas simplement un ministère, c'était un système. Un ensemble de techniques, de principes et de mécanismes de manipulation de masse qui se sont avérés reproductibles dans des contextes très différents. La répétition constante de messages simples, l'identification d'ennemis concrets et visibles, l'utilisation du ressentiment comme moteur politique, l'appropriation du langage émotionnel de la communauté, la présentation de la violence comme une réponse défensive, le contrôle des médias de masse pour construire des réalités alternatives qui semblent plus vraies que la réalité observable. Aucune de ces techniques n'a été inventée par Goebbels, mais aucun de ses prédécesseurs ne les avait combinées avec autant d'efficacité et à une échelle aussi dévastatrice. En 1933, lorsque le cinéaste américain Frank Capra fut chargé par l'armée américaine de produire une série de documentaires explicatifs sur la guerre intitulée Why We Fight, il examina les documents de propagande allemands et fut tellement bouleversé qu'il écrivit qu'il avait besoin de passages de la Bible pour comprendre ce qu'il voyait. « Je n'avais jamais vu de film qui m'ait autant rempli de peur », écrivit-il à propos de la propagande de Goebbels. La réponse de Capra a été de réaliser ses propres documentaires. Celle des Alliés a été de tirer suffisamment d'enseignements de l'adversaire pour le combattre.
La question qui reste en suspens est plus dérangeante. Dans quelle mesure cette leçon a-t-elle été pleinement assimilée? Joseph Goebbels est mort à l'âge de 47 ans, sous le grondement des canons soviétiques, avec les corps de ses 6 enfants à l'étage. Il avait construit une machine qui a fonctionné pendant 12 ans et qui a laissé le monde avec 50 millions de morts. Son nom est devenu synonyme de mensonge organisé. Mais ce qui est le plus effrayant dans tout cela, ce n'est pas l'ampleur du crime. C'est la lucidité avec laquelle il l'a vu venir dès le début, la cohérence avec laquelle il a choisi chaque étape qui l'a conduit jusqu'à ce bunker et l'absence totale, dans 22 ans d'écrits intimes et passionnés, d'une seule ligne suggérant qu'il se soit un jour demandé si tout aurait pu être différent.